Mon mari a jeté ma valise sur la pelouse et a changé les serrures pendant que sa petite amie regardait depuis la fenêtre de notre chambre. Les voisins ont tout filmé. Je n'ai pas pleuré. J'ai appelé un numéro. Un homme est arrivé en 20 minutes. Mon mari est sorti en criant. L'homme lui a montré des papiers. Le visage de mon mari est devenu tout blanc. Il a regardé la maison. Puis moi. La valise a atterri sur la pelouse devant la maison avec un bruit sourd, un son mat qui a semblé résonner dans tout le quartier. Je restais sur le trottoir, mon badge professionnel encore accroché à ma blouse médicale, regardant mon mari, Derek, traîner le deuxième sac, celui avec la roue cassée, à travers le porche. Il n'a même pas pris la peine de le porter. Il l'a juste poussé assez fort pour qu'il dévale les 3 marches en béton et s'ouvre en se renversant. La courte pointe de ma mère s'est emmêlée avec mes bottes d'hiver. « Tu as fini ici ?» a-t-il dit assez fort pour que Madame Patterson l'entende. 3 maisons plus bas. Assez fort pour que tout le monde entende. C'est ma maison maintenant. Ma vie. Tu peux te débrouiller toute seule. Derrière lui, parfaitement encadrée par la fenêtre de notre chambre, cette fenêtre qui donnait sur le jardin que ma mère avait planté il y a 15 ans, se tenait Vanessa, la collègue de Derek. C'était la femme qu'il m'avait présentée lors de la fête de fin d'année du bureau, l'an dernier. Celle qui m'avait serré la main et m'avait dit à quel point Derek avait de la chance d'avoir une épouse aussi solidaire en ces temps difficiles. Elle n'essayait même pas de se cacher. Elle portait l'un de mes peignoirs, le bleu que j'avais reçu pour mon anniversaire, et elle tenait une tasse à café. Ma tasse à café? Celle où il était écrit « Meilleure fille du monde », que maman m'avait offerte le Noël précédant son diagnostic. J'ai entendu les déclics avant de voir les téléphones. Monsieur Kowalski, le voisin d'à côté, le couple de retraités d'en face, et même Jenny Morrison, qui restait habituellement dans son coin, étaient sortis sur leur porche, portable levé. Ils enregistraient tous, documentant, témoignant de ce que Derek supposait être mon humiliation. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré, je n'ai pas supplié et je ne leur ai pas donné le spectacle que Derek attendait clairement. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. Un numéro que j'avais enregistré sous le nom « Urgence Maison » il y a 3 mois, à l'époque où j'avais commencé à remarquer les premiers signes. À l'époque où les soirées tardives de Derek étaient devenues des nuits entières, où sa marque d'eau de Cologne avait changé, et où il avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée. « Ici Sarah Mitchell », dis-je calmement, ma voix stable d'une manière qui m'a surprise moi-même. Les serrures ont été changées. J'ai besoin de vous ici, maintenant. L'homme à l'autre bout du fil n'a pas posé de questions. 20 minutes. N'engagez pas la conversation. Attendez simplement. Derek rentrait déjà à l'intérieur, probablement pour célébrer sa conquête avec Vanessa. Probablement pour rire de la facilité avec laquelle il avait tout pris. La maison où nous avions vécu pendant 8 ans. La maison où nous avions organisé des dîners de Thanksgiving et des fêtes d'anniversaire. La maison où ma mère avait passé ces derniers mois, branchée à l'oxygène, regardant les infirmières de soins palliatifs aller et venir. La maison que Derek pensait lui appartenir. Je me suis assise sur ma valise, là, sur la pelouse, et j'ai attendu. Madame Patterson s'est précipitée avec une chaise pliante et une bouteille d'eau. Elle n'a rien dit, elle les a juste posées à côté de moi et a pressé mon épaule. Monsieur Kowalski est resté sur son porche, mais il enregistrait toujours. J'ai croisé son regard et il a hoché la tête une fois, délibérément. Jenny Morrison s'était déplacée sur les marches de son entrée, son téléphone stable, le visage sombre. Il savait, d'une manière ou d'une autre, sans que je dise un mot, ils savaient tous qu'il ne s'agissait pas d'une simple fin de mariage. C'était tout autre chose. Exactement 19 minutes plus tard, une berline argentée s'est rangée le long du trottoir. L'homme qui en est sorti portait un costume qui avait connu des jours meilleurs, tenait une mallette en cuir qui semblait plus vieille que moi, et avait le genre de visage qui avait probablement vu toutes les variantes de la laideur humaine que le système judiciaire a à offrir. Il s'est dirigé vers moi avec détermination, mais sans urgence, et m'a tendu la main. Madame Mitchell. Je suis Richard Brennan, l'avocat de votre mère. Il l'a dit assez fort pour que les voisins entendent. Assez fort pour que Derek entende, s'il écoutait. Il est à l'intérieur, ai-je dit simplement. Richard a hoché la tête et a marché droit vers la porte d'entrée. Il n'a pas frappé. Il a sonné 3 fois, fort et avec insistance, comme un flic l'aurait fait. Je pouvais entendre les pas lourds de Derek traverser la maison.
La porte s'est ouverte et Derek a rempli l'encadrement, le visage déjà rouge. Qui diable êtes-vous? C'est une propriété privée. Vous êtes en violation de domicile. En fait, a dit Richard, sa voix portant ce ton particulier que les avocats utilisent lorsqu'ils sont sur le point de gâcher la journée de quelqu'un, c'est vous qui êtes en violation de domicile. Je suis ici au nom du propriétaire légal. Il a levé une épaisse enveloppe Kraft. Ceci est pour vous. Je vous suggère de les lire attentivement. Vous avez 72 heures pour quitter les lieux. Le visage de Derek est passé du rouge au violet. De quoi parlez-vous? C'est ma maison. J'habite ici depuis 8 ans. Mon nom est sur le. Votre nom n'est sur rien, l'a interrompu Richard. Votre nom a été retiré de l'acte de propriété il y a 18 mois, par un processus légal de rétrocession initié par Madame Eleanor Mitchell avant son décès. La maison n'a jamais été une propriété commune. Elle a été héritée par Eleanor de ses parents en 1987, et elle a transféré la propriété exclusive à sa fille, Sarah Mitchell, dans un acte enregistré daté du 15 mars de l'année dernière. Vous n'avez actuellement aucun droit légal d'être ici, et encore moins de changer les serrures ou de sortir les affaires du véritable propriétaire. J'ai regardé le visage de Derek changer. Le violet s'est estompé, le laissant pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans aucun son. Derrière lui, Vanessa était apparue dans le couloir, portant toujours mon peignoir, son expression passant d'une confiance suffisante à la confusion. C'est impossible, a finalement réussi à dire Derek. Ce n'est pas Eleanor m'aurait dit. Sarah m'aurait. Madame Eleanor Mitchell n'était pas tenue de vous informer de ses décisions de planification successorale, et compte tenu de la documentation que nous avons concernant vos activités pendant sa dernière maladie, je dirais que sa discrétion était à la fois justifiée et sage. Richard a sorti une deuxième feuille de papier. Ceci est une ordonnance d'éloignement temporaire, effective immédiatement. Vous ne devez pas jeter, endommager ou retirer tout bien de ces lieux au-delà de vos vêtements et effets personnels. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Derek a arraché les papiers des mains de Richard, ses yeux les parcourant frénétiquement. J'ai pu voir le moment où il est tombé sur la section pertinente, car tout son corps s'est raidi. Ses yeux se sont tournés vers moi, écarquillé et incrédule. Tu savais, a-t-il dit, la voix brisée. Tu savais tout ce temps, et tu n'as rien dit. Je l'ai découvert il y a 3 mois, ai-je répondu, toujours assise sur ma valise sur la pelouse. L'avocat de maman m'a contacté après le règlement de la succession, m'a envoyé des copies de tout, le nouvel acte, les documents de fiducie, le rapport d'enquête. Enquête? Vanessa a parlé pour la première fois, sa voix plus aiguë que dans mon souvenir. Quelle enquête? Richard a souri, et ce n'était pas un sourire amical. Madame Eleanor Mitchell a engagé un détective privé au cours de la dernière année de sa vie. Elle a documenté de manière assez approfondie la liaison entre elles. Mitchell et vous-même, incluant les dates, les lieux, et le timing plutôt malheureux de vos rencontres spécifiquement pendant les visites à l'hôpital et les séances de soins palliatifs. Il a sorti un 3e document. Nous avons des photos, horodatées, géolocalisées, y compris le soir du 3 mars, lorsque M. Mitchell a dit à sa femme qu'il restait tard au bureau pour gérer de la paperasse, alors qu'il était en réalité au Marriott du centre-ville. C'était la même nuit où Madame Eleanor Mitchell est tombée dans sa salle de bain, et où Sarah a dû appeler une ambulance seule parce que son mari ne répondait pas à son téléphone. Le silence qui a suivi était absolu. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. La main de Derek tenant les papiers tremblait. Il a regardé la maison, puis moi, puis à nouveau les papiers. Eleanor savait. Quelle quantité de tout ça? A-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout, a répondu Richard. Elle a su pendant environ 6 mois avant de décéder. Elle vous a regardé prétendre soutenir votre femme tout en la trahissant. Elle a documenté votre négligence financière, votre abandon émotionnel et votre tromperie continue. Et ensuite, elle s'est assurée de manière absolue que vous ne pourriez plus jamais rien prendre à sa fille. Derek a trébuché en arrière, heurtant Vanessa, qui a croisé ses bras autour d'elle-même. Mon peignoir, le cadeau de ma mère, avait soudain l'air obscène sur elle. Il y a plus, a continué Richard. Et j'ai entendu le changement dans son ton. C'était la partie que même moi je ne connaissais pas encore. Monsieur Mitchell, nous avons également découvert certaines irrégularités financières préoccupantes qui doivent être traitées. Au cours des 3 dernières années, vous avez tenté de contracter plusieurs prêts en utilisant cette propriété comme garantie.
Le visage de Derek, qui avait commencé à reprendre un peu de couleur, est redevenu blanc. C'est la norme. Les propriétaires font ça tout le temps. Les propriétaires qui possèdent réellement la maison, oui. Mais vous ne possédiez pas cette maison, ce qui signifie que vous avez falsifié des documents de propriété. Plus précisément, vous avez imité la signature de Madame Sarah Mitchell sur une demande de refinancement il y a 2 ans, et sur une demande de prêt hypothécaire il y a 14 mois. Les prêteurs sont en train d'être informés au moment où nous parlons, et ils se tourneront vers vous personnellement pour le remboursement. Nous parlons d'environ 127 000 $ de prêts frauduleux. Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée. J'ai senti mon souffle se couper. 127 000 $. Derek avait volé la maison, il m'avait volé, il avait volé l'héritage de ma mère, et je n'en avais aucune idée. J'avais besoin de cet argent, a dit Derek, mais sa voix avait perdu toute combativité. L'entreprise a eu quelques revers. J'allais rembourser. J'arrangeais les choses. En imitant la signature de votre femme? En commettant une fraude? La voix de Richard était glaciale. Monsieur Mitchell, ces prêteurs vont vous poursuivre personnellement. Cela ne va pas disparaître. Et étant donné que Madame Eleanor Mitchell vous a pris sur le fait, oui, elle savait pour ça aussi, elle a tout restructuré pour protéger sa fille de vos crimes financiers. Je me suis levé lentement, mes jambes instables. Maman savait. Elle savait qu'il imitait ma signature. Richard s'est tourné vers moi et son expression s'est adoucie, juste un peu. Elle a trouvé les documents en janvier de l'année dernière. Vous étiez à l'hôpital pour la nuit avec elle, vous vous souvenez? Elle avait demandé à Derek de lui apporter des papiers de son bureau à la maison. Il a apparemment profité de cette occasion pour chercher des documents financiers. Elle avait une petite caméra de sécurité dans le bureau, quelque chose qu'elle avait installé après le cambriolage chez son voisin. Elle a tout vu, l'a regardé photographier l'acte de propriété, prendre des copies de votre signature sur les déclarations d'impôts communes. C'est à ce moment-là qu'elle m'a contacté. Ma mère, mourante, épuisée, souffrante. Et elle avait passé ces derniers mois à me protéger de l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que j'avais épousé, l'homme qui était censé m'aimer comme elle le faisait. J'ai besoin de m'asseoir, ai-je dit, et la chaise de Madame Patterson s'est soudainement trouvée sous moi, sa main sur mon dos. Derek regardait ses pieds maintenant, les papiers pendant mollement dans sa main. Vanessa avait reculé loin de lui, son expression passant de la confusion au calcul. Elle faisait le calcul, j'ai réalisé. Elle additionnait la dette, la fraude, les conséquences juridiques. Elle mesurait l'homme pour lequel elle avait aidé à détruire un mariage face à la réalité de ce qu'il était vraiment. Il y a une dernière chose, a dit Richard, plongeant la main dans sa mallette une dernière fois. Il a sorti une enveloppe couleur crème, mon nom écrit dessus avec l'écriture soignée de ma mère. Madame Eleanor Mitchell a laissé ceci pour vous. Elle voulait que vous l'ayez aujourd'hui, spécifiquement. Elle avait anticipé ce scénario, les serrures changées, la tentative d'expulsion. Elle a mis en place un déclencheur avec le bureau d'enregistrement du comté. Au moment où un changement a été déposé concernant cette propriété sans votre autorisation, j'ai été automatiquement notifié. Elle connaissait son gendre assez bien pour prédire exactement comment cela se déroulerait. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. L'écriture de ma mère, les derniers mots qu'elle m'écrirait jamais. Je voulais la déchirer immédiatement. Je voulais attendre d'être seul. Je voulais hurler, pleurer et rager contre l'injustice de tout cela, qu'elle ait dû passer ces derniers jours à me protéger au lieu d'être simplement ma mère, de me laisser prendre soin d'elle sans ce poids. Je peux lire ça à l'intérieur, ai-je demandé. Dans ma maison? Richard a souri, et cette fois, le sourire a atteint ses yeux. C'est votre maison, Madame Mitchell. Vous pouvez y faire ce que vous voulez. Je me suis levé et je suis passé devant Derek. Il n'a pas bougé, n'a pas essayé de m'arrêter, il est juste resté là à tenir ses papiers, son monde entier s'effondrant autour de lui, tandis que Vanessa s'éloignait de plus en plus. J'ai monté les 3 marches en béton où ma valise avait dégringolé une demi-heure plus tôt. La porte d'entrée était toujours ouverte. Madame Patterson avait déjà commencé à rassembler mes affaires éparpillées, pliant la courte pointe de ma mère avec des mains douces. Monsieur Kowalski appelait quelqu'un, probablement sa fille qui travaillait pour le bureau du procureur. Jenny Morrison avait baissé son téléphone mais n'avait pas supprimé la vidéo. Ils avaient tout vu, tout enregistré. La preuve de l'expulsion illégale de Derek. La preuve de mon droit de retour. Je suis entré dans ma maison.
La maison de ma mère, désormais la mienne. Et l'odeur familière m'a frappé. Café et vanille, les bougies que j'achetais toujours. Mais en dessous, quelque chose d'aigre. L'odeur de la trahison, de violation que je ne pouvais pas encore nommer. Le parfum de Vanessa dans le couloir. Des chaussures étranges près de la porte, une veste que je ne reconnaissais pas sur le porte-manteau. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois avait-il été ici ensemble pendant que je faisais des doubles gardes à l'hôpital, essayant de payer des traitements qui achèteraient à ma mère quelques mois de plus, quelques jours de plus? Combien de fois Derek l'avait-il amené dans notre maison, dans notre lit, dans l'espace que ma mère s'était battue si fort pour protéger pour moi? J'ai traversé le salon, passé le canapé où maman avait passé ces dernières semaines quand les escaliers étaient devenus trop difficiles, passé l'étagère remplie de ses romans préférés ceux qu'elle me lisait enfant, et puis à nouveau quand elle ne pouvait plus tenir les livres elle-même. Je suis entré dans la cuisine où nous avions eu notre dernière vraie conversation, où elle m'avait tenu la main et m'avait dit qu'elle était fière de moi, que j'étais plus forte que je ne le savais. Elle savait pour Derek, pour Vanessa, pour la falsification et elle m'avait souri et m'avait dit que j'étais assez forte pour gérer ce qui allait arriver. Je me suis assise à la table de la cuisine, sa table, celle qu'elle avait héritée de sa propre mère, et j'ai ouvert l'enveloppe. La lettre à l'intérieur faisait 3 pages, écrite dans cette écriture soignée qui s'était détériorée au cours de ces derniers mois, alors que les médicaments contre la douleur faisaient trembler ses mains. Mais chaque mot était lisible. Chaque mot était intentionnel. Ma très chère Sarah, si tu lis ceci, c'est que j'avais raison à propos de Derek. J'aurais aimé ne pas l'être. J'aurais aimé pouvoir me tromper sur cette seule dernière chose avant de te quitter. Mais je ne me suis pas trompé, et j'en suis profondément désolé. Je veux que tu saches que découvrir la vérité sur ton mari n'est pas ce qui m'a le plus blessé ces derniers mois. Ce qui m'a fait mal, c'était de te voir tout sacrifier ton sommeil, ta santé, ton bonheur pour prendre soin de moi pendant qu'il te trahissait. Tu rentrais de l'hôpital épuisé au-delà de toute mesure et tu me racontais ta journée. Tu souriais et tu disais que Derek tenait le fort, qu'il s'occupait des choses à la maison, qu'il te soutenait. Et je devais te sourire en retour et prétendre que je ne connaissais pas la vérité. Mais je ne pouvais pas te le dire. Pas à ce moment-là. Tu avais trop de choses à gérer. Et j'avais besoin que tu te concentres sur le temps qu'il nous restait, pas sur sa trahison. Alors j'ai décidé de m'en occuper moi-même, de la seule manière que je pouvais. La maison a toujours été à mon nom seul. Le savais-tu? Ton père et moi l'avons achetée ensemble en 1987, mais à son décès, elle est devenue ma propriété exclusive. Quand tu as épousé Derek, il a supposé qu'il avait été ajouté à l'acte. Je l'ai laissé supposer, mais je ne l'ai jamais fait. Quelque chose chez lui m'a toujours fait hésiter. Je me disais que j'étais trop protectrice, que chaque mère s'inquiète pour le mari de sa fille. Mais l'instinct compte, Sarah. Le mien avait vu juste. Quand j'ai engagé le détective privé et confirmé la liaison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une clarté absolue. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai transféré la maison entièrement à ton nom via une fiducie irrévocable. Je me suis assuré que le nom de Derek n'y soit jamais attaché. J'ai documenté sa liaison, sa négligence financière, sa falsification de ta signature. Et j'ai mis en place un système avec Richard pour te protéger au moment où Derek montrerait complètement son vrai visage. J'aimerais pouvoir être là pour te serrer dans mes bras quand tu liras ceci. J'aimerais pouvoir te dire en personne que ce n'est pas ta faute. La trahison de Derek est son choix, son défaut de caractère, son échec. Tu n'es pas responsable de la capacité d'une autre personne à tromper. Il y a autre chose dans cette enveloppe. Un chèque de 40 000 $. C'est de l'argent que j'ai économisé en refusant certains traitements au cours de mes derniers mois. Des traitements qui auraient prolongé ma vie de peut-être 6 à 8 semaines, mais qui m'auraient laissé à l'agonie et t'auraient laissé endetté. J'ai choisi de quitter ce monde un peu plus tôt, avec moins de douleur, et de t'offrir la liberté à la place. Je sais que tu voudras contester ce choix. Tu te sentiras coupable, comme si tu avais dû insister pour ces traitements, te battre plus fort, faire plus. Mais Sarah, tu as tout fait. Tu m'as donné le plus beau cadeau, ta présence. Tu es restée. Tu m'as tenu la main. Tu m'as fait la lecture. Tu m'as fait rire même quand je pouvais à peine respirer. Tu étais exactement la fille que j'avais toujours espéré élever. Derek t'a quitté pendant la période la plus difficile de ta vie. Cela te montre qui il est. Cette maison, cet argent,
cette protection juridique, cela te montre qui je suis, qui nous sommes. Des femmes qui se soutiennent. Des femmes qui protègent ceux qui comptent. Utilise l'argent comme tu en as besoin. Rembourse tes dettes. Prends congé du travail. Voyage quelque part où j'ai toujours voulu t'emmener. Ou, et je pense que tu aimeras cette idée, utilise-le pour aider d'autres femmes qui traversent ce que tu traverses. Lance quelque chose. Construis quelque chose. Crée un espace où les femmes peuvent retrouver leur force. La maison se souvient de la loyauté, Sarah. Elle se souvient de qui est resté et de qui est parti. Elle se souvient de chaque repas que nous avons cuisiné ensemble, de chaque fête célébrée, de chaque soirée tranquille où tu t'asseyais avec moi et me laissais simplement être ta mère. Derek n'a jamais vraiment fait partie de cela. Il était un invité qui a abusé de son hospitalité. Maintenant, c'est à toi de décider de la suite. Tu as le pouvoir. Tu as les ressources. Tu as le droit légal sur chaque centimètre de cette propriété. Et tu as ma foi absolue que tu construiras quelque chose de beau à partir de ces décombres. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je suis fier de la femme que tu es et je veillerai sur toi, t'encourageant alors que tu reprends ta vie en main et construis quelque chose de mieux que ce que Derek pourrait jamais imaginer. La maison est à toi. Ta vie est à toi. Choisis sagement qui tu laisses entrer dans les deux. Avec tout mon amour, pour toujours. PS garde la courte pointe. Elle était à ta grand-mère, et à sa mère avant elle. 4 générations de femmes fortes, t'aimant toutes. Nous ne partons nulle part. J'ai lu la lettre 3 fois avant que les larmes ne viennent finalement. Pas parce que Derek avait jeté mes affaires sur la pelouse. Pas à cause de la liaison, ni de la falsification, ni de la trahison. Mais parce que ma mère, mourante et souffrante, avait passé ces derniers mois à me protéger. Parce qu'elle avait choisi de quitter ce monde plus tôt que nécessaire pour que je puisse avoir ma liberté. Parce qu'elle m'avait assez aimé pour gérer la laideur afin que je n'ai pas à l'affronter seul. Le chèque a glissé d'entre les pages. 40 000 $ à mon nom, daté de la semaine précédant sa mort. L'argent qu'elle avait économisé en souffrant moins, en prenant moins de médicaments contre la douleur, en abrégeant les soins palliatifs. L'argent qu'elle avait choisi de me laisser au lieu de le dépenser pour elle-même. J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis raidi, mais c'était Richard Brennan, pas Derek. J'ai donné à votre mari la documentation complète, a-t-il dit doucement. Les informations sur les prêts, les accusations de fraude, les preuves de la liaison. Lui et sa compagne rassemblent ses affaires maintenant. Il a demandé les 72 heures complètes pour trouver un autre logement. Et la petite amie, ai-je demandé, la voix rauque d'avoir pleuré. L'expression de Richard est devenue sombre. Il y a autre chose que vous devez savoir à son sujet. Quelque chose qui a été mis en lumière lors de la vérification des antécédents demandés par votre mère. J'ai levé les yeux vers lui, épuisé. Quoi d'autre pouvait-il y avoir? Vanessa n'a pas seulement une liaison avec votre mari. Elle est toujours légalement mariée, depuis 12 ans, à 2 enfants âgés de 8 et 10 ans qui vivent avec son mari dans l'Ohio. C'est la 3e fois qu'elle monte exactement cette même arnaque, cibler des hommes mariés avec des biens immobiliers, emménager, tenter d'établir des droits de mariage de fait ou de cohabitation, puis leur prendre tout lors du règlement inévitable. Les mots n'avaient pas de sens au début. J'ai cligné des yeux vers Richard, essayant de traiter l'information. Elle est mariée. Avec des enfants? Son mari, Thomas, la cherche depuis 8 mois. Elle a vidé leur compte joint et est partie. Il essaie de lui remettre des papiers de divorce et de modification de la garde. J'ai pris la liberté de le contacter lorsque l'enquête de votre mère a révélé la véritable identité de Vanessa. Il est en route. Il devrait arriver d'ici 1 heure. J'ai commencé à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. La situation était si absurde, si complètement ridicule, que le rire était la seule réponse sensée. Derek n'avait pas seulement détruit notre mariage pour une liaison. Il l'avait détruit pour une femme qui l'arnaquait. Une femme qu'il avait probablement ciblée délibérément, évalué ses actifs, manipulé son entrée dans sa vie avec l'objectif explicite de tout prendre. Et il pensait être celui qui contrôlait la situation, pensait être celui qui menait la danse. Est-ce que Derek le sait? Ai-je demandé. Pas encore. J'ai pensé que vous voudriez peut-être être là quand Thomas arrivera. C'est votre maison après tout. Votre choix de permettre ou non que cette conversation ait lieu ici. J'y ai réfléchi.
J'ai pensé au visage de Derek quand il avait ouvert la porte à Richard. J'ai pensé à la manipulation soigneuse de Vanessa, sa performance à la fête de fin d'année, la façon dont elle avait porté mon peignoir comme un trophée. J'ai pensé à ma mère passant ces derniers mois à me protéger des gens qui ne me voyaient que comme un obstacle à surmonter. Laissez Thomas venir, ai-je dit. Je veux que Derek voie exactement ce contre quoi il a échangé son mariage. Je veux qu'il comprenne la profondeur de sa propre bêtise. Richard a hoché la tête avec approbation. Votre mère aurait dit la même chose. Elle a toujours été stratégique, même à la fin. Nous sommes retournés dehors ensemble. Derek avait entassé ses vêtements dans des sacs poubelles. Apparemment, il n'avait pas pensé à garder des valises ici et les chargeait dans sa voiture. Vanessa se tenait près de la porte d'entrée, portant toujours mon peignoir, le visage tendu par le calcul. Elle avait entendu Richard mentionner les accusations de fraude. Elle planifiait probablement déjà sa stratégie de sortie, cherchant comment se distancier des problèmes juridiques de Derek. Les voisins regardaient toujours. Madame Patterson m'avait apporté mes valises, soigneusement remballées. Monsieur Kowalski avait fait du café et le partageait avec Jenny Morrison. Ils avaient formé un demi-cercle protecteur autour de ma propriété, témoin de tout ce qui allait suivre. Derek a claqué son coffre et s'est tourné vers moi. Satisfait, il a craché, « Tu récupères la maison. Tu récupères tout. J'espère que ça valait la peine de détruire notre mariage pour ça. » Je n'ai rien détruit, ai-je répondu calmement. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas remarquer. Ta mère t'a empoisonné contre moi. Elle ne m'a jamais aimé, ne m'a jamais donné ma chance. Ma mère est morte en me protégeant de toi, les jeux interrompus. Elle a passé ces derniers mois à rassembler des preuves de ta trahison au lieu de se reposer. Elle a choisi de souffrir davantage pour que je puisse avoir moins de dettes et plus de liberté. Elle m'aimait assez pour gérer la vérité laide seule, afin que je puisse me concentrer sur mon rôle de fille. Tu n'as même pas réussi à être fidèle pendant que je l'aidais à mourir. La bouche de Derek s'agitait sans bruit. Vanessa s'était rapprochée de sa propre voiture, une petite berline que je n'avais jamais vue auparavant. Elle calculait sa fuite, ai-je réalisé, composant probablement déjà l'histoire qu'elle raconterait à sa prochaine cible, le prochain homme marié qu'elle viserait. C'est à ce moment-là que le pick-up s'est arrêté. L'homme qui en est sorti était grand, large d'épaules, avec le regard épuisé de quelqu'un qui cherchait depuis trop longtemps quelque chose qu'il avait perdu. Il avait 2 enfants avec lui, un garçon et une fille, tous 2 d'âge primaire. Ils sont restés dans le camion, mais je pouvais voir leur visage pressé contre les vitres, cherchant du regard. « Vanessa » a dit l'homme, sa voix rauque mais contrôlée. « Il faut qu'on parle. » Vanessa s'est immobilisée complètement. Tout le calcul, toute la confiance ont quitté son visage en un instant. Elle a regardé tour à tour Thomas, Derek et le camion avec ses enfants à l'intérieur. Et je l'ai vu réaliser qu'il n'y avait pas d'issue, pas d'histoire qui fonctionnerait, pas de manipulation qui la sauverait. « Qui est-ce, bordel » a exigé Derek, regardant entre Thomas et Vanessa. « Vanessa, c'est qui ?»« Je m'appelle Thomas Morrison » a dit l'homme, sortant un dossier de son camion. « Je suis le mari de Vanessa. Depuis 12 ans. Voici nos enfants, Emma et Jacques. Et ceci, ce sont des papiers de divorce et des documents de modification de la garde. J'essaie de les lui remettre depuis 8 mois. » Le silence était assourdissant. Le visage de Derek est passé par la confusion, l'incrédulité, le choc, et finalement la compréhension. Il s'est tourné lentement vers Vanessa. « Tu es marié » a-t-il dit d'un ton plat. « Tu as des enfants. »« Ce n'est pas ce que tu crois » a commencé Vanessa. Mais Thomas l'a coupé. « C'est exactement ce qu'il croit. C'est ce que tu fais, Vanessa. Tu trouves des hommes mariés avec des biens, tu emménages avec eux, tu établis ta résidence, puis tu revendiques des droits de mariage de fait ou de cohabitation quand les choses s'effondrent. Tu l'as fait dans l'Ohio avant qu'on se marie. Tu l'as fait en Pennsylvanie il y a 3 ans, oui, j'ai découvert ça et maintenant ici. Tu n'allais jamais rester avec lui, Derek. Tu allais lui prendre tout ce que tu pouvais et passer au suivant. » Derek a trébuché en arrière, sa main allant à sa poitrine comme s'il avait été frappé. « Tu m'as dit que tu m'aimais. Tu m'as dit qu'on construisait une vie ensemble. Tu as dit à ta femme que tu travaillais tard pendant que tu étais avec moi, » a répliqué Vanessa, sa voix devenant vicieuse maintenant que sa couverture était grillée. « Tu n'es pas exactement innocent ici, Derek.
Tu voulais ça. Tu voulais quelqu'un qui te fasse sentir jeune et important. Eh bien, félicitations. Tu as eu exactement ce que tu méritais. Thomas s'est approché de Vanessa avec les papiers. Tu dois signer ça. Tu dois revenir dans l'Ohio et faire face à l'audience de garde. Emma et Jacques méritent mieux que ça. Ils méritent une mère qui ne disparaît pas constamment pour arnaquer des hommes mariés. Les enfants dans le camion pleuraient maintenant. Je pouvais les voir à travers les vitres, le garçon avec son bras autour de sa jeune sœur. Tous deux regardant leur mère affronter les conséquences de ses choix. Mon cœur s'est brisé pour eux d'une manière qu'il ne s'était pas brisé pour moi-même. Ils n'avaient rien choisi de tout cela. Ils n'étaient que des dommages collatéraux dans la poursuite sans fin de leur mère pour de l'argent facile et des vies volées. Vanessa a arraché les papiers à Thomas, les mains tremblantes. D'accord, je vais signer. Je vais rentrer, mais je n'abandonne pas la garde. Tu les as abandonnés, a dit Thomas, la voix chargée d'émotion. Tu as vidé notre compte en banque et tu les as laissés sans un mot. Le tribunal ne te donnera rien au-delà de visites supervisées, et ça, c'est seulement si tu as de la chance. Derek fixait toujours Vanessa comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Tu m'utilisais, a-t-il dit lentement, la réalité s'imposant enfin. Tout ce temps, tout ce que tu as dit, tout ce qu'on a fait. Oh, grandis un peu, a claqué Vanessa, enlevant mon peignoir et le jetant par terre. En dessous, elle portait un jean et un débardeur, des vêtements clairement prêts pour une sortie rapide. Tu crois que tu étais spécial? Tu crois que ce qu'on avait était réel? Tu n'es qu'un autre homme qui pensait mériter plus que ce qu'il avait. Tu étais pratique. C'est tout. Elle a attrapé un petit sac à l'intérieur de la maison apparemment, elle gardait un sac prêt à partir juste au cas où et s'est précipitée vers sa voiture. Thomas l'a suivi avec les papiers, le visage sombre. Ils ont eu un échange rapide et dur que je n'ai pas pu entendre. Et puis Vanessa a démarré en trombe, sa voiture laissant des traces de pneus sur la rue. Thomas est resté là un moment à la regarder partir, puis s'est tourné vers Derek. Je dirais que je suis désolé, mais honnêtement, tu l'as aidé à abandonner ses enfants. Tu savais qu'elle était mariée? Je ne savais pas, a insisté Derek, mais sa voix était faible. Elle m'a dit qu'elle était divorcée, que son ex était violent. Je pensais que je l'aidais à s'échapper. Elle t'a dit ce que tu voulais entendre, l'a interrompu Thomas. La même chose qu'elle a dite au gars en Pennsylvanie. La même chose qu'elle a probablement dite à celui d'avant. Tu ne sauvais personne. Tu étais juste une cible facile. Thomas est retourné à son camion, les épaules lourdes de fatigue. Avant de monter, il m'a regardé. Je suis désolé que vous ayez été mêlé à ça. Ma femme ex-femme elle détruit des vies. C'est ce qu'elle fait. J'espère que vous vous en sortirez. Je m'en sortirai, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Prenez soin de ses enfants. Il a hoché la tête et est parti. Le garçon et la fille sur la banquette arrière se sont retournés pour regarder par la vitre arrière, leur visage encore taché de larmes. Je me suis demandé de quel genre de thérapie ils auraient besoin, quel problème de confiance ils porteraient, combien d'années il leur faudrait pour se sentir à nouveau en sécurité. Derek se tenait dans l'allée, entouré de sacs poubelles remplis de ses affaires, le visage de la couleur d'un vieux journal. Toute sa confiance, tout son contrôle, toutes ses hypothèses sur le déroulement de cette journée avaient volé en éclats. Il avait jeté ma valise sur la pelouse en pensant être le vainqueur, en pensant avoir gagné, et il avait tout perdu. La maison était à moi. Sa petite amie était une escroc fuyant des papiers de divorce et des batailles pour la garde. Il devait plus de 100 000 $ de prêts frauduleux qui le suivraient pour toujours. Et chaque voisin de la rue avait regardé cela se produire, l'avait enregistré, avait été témoin de sa destruction complète. Je dois y aller, a-t-il dit finalement, sa voix à peine audible. Je dois trouver où loger. Vous avez 72 heures, lui a rappelé Richard. Utilisez-les pour retirer vos effets personnels. Tout ce qui restera après cela deviendra la propriété du propriétaire et sera éliminé. Derek a hoché la tête mécaniquement et est retourné à l'intérieur. Je l'ai entendu bouger, ouvrir des tiroirs, sortir des vêtements des placards. Les bruits d'une vie en train d'être démantelée. Les sons des conséquences qui arrivent. Madame Patterson m'a apporté une tasse de café fraîche. Votre mère était une femme intelligente, a-t-elle dit doucement. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a toujours su, ai-je convenu, enveloppant mes mains autour de la tasse chaude, même si je ne l'avais pas vue. M.
Kowalski s'est approché avec son téléphone. J'ai envoyé les vidéos à ma fille. Elle travaille au bureau du procureur. Étant donné les accusations de fraude et la tentative d'expulsion illégale, ils voudront cela comme preuve. Est-ce que ça vous va? Plus que ça, ai-je dit. Merci, à vous tous, d'avoir été là, d'avoir enregistré, de ne pas avoir détourné le regard. C'est ce que font les voisins, a dit Jenny Morrison en nous rejoignant. On veille les uns sur les autres. Votre mère m'aidait avec mon jardin chaque printemps. Elle disait que ça lui rappelait sa propre mère qui lui apprenait à planter. Je lui devais ça. Et je vous le dois. Quoi que ce soit dont vous ayez besoin, demandez simplement. Derek a émergé 1 heure plus tard avec le dernier de ses sacs. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé aucun des voisins. Il a juste tout chargé dans sa voiture avec une précision mécanique, le visage vide, les mouvements raides. Quand il est finalement parti, j'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine. Une tension que je portais depuis des mois, peut-être des années, sans m'en rendre compte. Le poids du soupçon, des instincts ignorés, du choix de croire à des mensonges confortables au lieu d'affronter des vérités inconfortables. La maison se tenait derrière moi, solide et certaine. Ma maison, la maison de ma mère. Pour des générations de femmes qui s'étaient aimées et protégées les unes les autres. Derek n'avait jamais vraiment appartenu ici. Il n'avait fait que passer, un occupant temporaire qui avait confondu présence et propriété. Richard m'a tendu un dossier complet de documents. Tout ce dont vous avez besoin est ici. L'acte de propriété, les papiers de la fiducie, l'ordonnance d'éloignement, les preuves de la fraude. J'ai aussi inclus les coordonnées d'un bon avocat spécialisé en divorce et d'un conseiller financier qui peut vous aider à gérer le dernier cadeau de votre mère. Elle voulait que vous ayez des options, Sarah. Elle voulait que vous ayez le choix. J'ai pris le dossier. Son poids était étrangement réconfortant, une preuve solide que l'amour de ma mère s'étendait au-delà de la mort, qu'elle avait pensé à tout planifié, m'avait protégé même des menaces que je ne voyais pas venir. Merci, ai-je dit, de l'avoir aidée, d'être là aujourd'hui, d'avoir fait exactement ce qu'elle a demandé. C'était un honneur, a répondu Richard. Votre mère était l'une des personnes les plus vives que j'ai jamais rencontrées. Même à la fin, même dans la douleur, son esprit était clair comme du cristal. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment y arriver. Vous venez d'une bonne lignée, Madame Mitchell. Ne l'oubliez pas. Après le départ de Richard, je suis resté longtemps dans mon jardin à regarder la maison. Elle avait besoin de travaux. La peinture s'écaillait. Le jardin avait été négligé pendant la maladie de ma mère et mes longues gardes à l'hôpital. Les gouttières avaient probablement besoin d'être nettoyées. Mais elle était à moi. Complètement, légalement, incontestablement à moi. Et je savais exactement ce que ma mère voudrait que j'en fasse. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle à l'hôpital pour la première fois en 3 ans. Puis j'ai appelé mon superviseur et j'ai demandé des informations sur le programme d'aide aux employés. Je savais que d'autres femmes au travail traversaient des divorces, faisaient face à des trahisons, géraient les conséquences de mariages qui s'étaient effondrés. Je les avais vues dans la salle de pause, épuisées et seules, essayant de tenir le coup. En 1 semaine, j'avais pris contact avec 5 femmes de mon service qui faisaient face à des situations similaires. Nous nous sommes réunis chez moi, dans la maison de ma mère, un samedi après-midi. Nous nous sommes assises dans le salon où maman avait passé ces dernières semaines, et nous avons vraiment parlé des signes que nous avions manqués, des drapeaux rouges que nous avions ignorés, des façons dont nous avions été manipulés, et de la force que nous avions trouvée pour survivre. C'était la première réunion de ce qui allait devenir le Second Chapter Society, club du second chapitre. Au 3e mois, nous avions 15 membres réguliers, des femmes de l'hôpital, du quartier, des amis d'amis qui avaient entendu parler du groupe par des conversations chuchotées dans les épiceries et les cafés. Nous parlions de choses pratiques, droit de propriété, planification financière, procédure de divorce, arrangement de garde, mais nous parlions aussi des séquelles émotionnelles, du deuil de perdre non seulement un partenaire mais l'avenir qu'on avait imaginé, de la honte qui vient avec l'aveu d'avoir été trompé, du travail lent et douloureux pour reconstruire la confiance en soi et en les autres. J'ai utilisé une partie des 40 000 $ de ma mère pour engager une avocate spécialisée dans l'aide aux femmes traversant des divorces conflictuels. Elle venait à la maison 1 fois par mois pour répondre aux questions et examiner bénévolement les dossiers de toute femme qui ne pouvait pas se permettre ses honoraires habituels. Une autre partie est allée à un conseiller financier qui donnait des cours sur la littératie financière et l'indépendance. Le reste, je l'ai économisé,
sachant qu'il y aurait des urgences, des situations où l'une de nous aurait besoin d'aide et n'aurait nulle part où aller. Les papiers du divorce de Derek sont arrivés rapidement. Il n'a rien contesté. Il ne pouvait pas se permettre de contester quoi que ce soit, en réalité, compte tenu des accusations de fraude et de la dette qu'il avait accumulée. Il avait emménagé dans un appartement en sous-sol à l'autre bout de la ville et occupé un deuxième emploi pour rembourser les prêts qu'il avait contractés illégalement. J'ai entendu par des connaissances communes qu'il avait vieilli de 10 ans en 6 mois, qu'il parlait à peine à quiconque, qu'il était devenu une mise en garde vivante à son bureau. Je n'avais pas pitié de lui, mais je ne ressentais pas non plus la rage brûlante à laquelle je m'étais attendu. Principalement, je ressentais du soulagement. Le soulagement que ma mère m'ait protégé. Le soulagement d'être sorti de là avant que Derek ne puisse faire plus de dégâts. Le soulagement que la maison, cet espace qui contenait les souvenirs de 4 générations de femmes, ait été sauvé. Vanessa a complètement disparu. Thomas a obtenu la garde complète d'Emma et Jacques. Et d'après ce que j'ai entendu via le réseau de commérage de la petite ville qui nous reliait tous, les enfants allaient mieux. La thérapie, la stabilité, la présence inébranlable de leur père, ça aidait. J'ai envoyé une carte à Thomas 6 mois après que tout soit arrivé, juste un mot simple disant « J'espère qu'il guérisse ». Il a renvoyé une photo des enfants souriant le premier jour d'école. Pas besoin de mots. 18 mois après que Derek a jeté ma valise sur la pelouse, j'ai organisé Thanksgiving à la maison. 23 femmes sont venues, plus certains de leurs enfants, plus Madame Patterson et son mari, plus M. Kowalski et sa fille du bureau du procureur, plus Jenny Morrison et son fils adolescent. Nous avons rempli chaque pièce, chaque chaise, chaque surface avec de la nourriture et des rires, et le genre de joie chaotique qui vient des gens qui ont survécu à quelque chose de terrible et en sont sortis de l'autre côté. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment. Un homme nommé David, qui enseignait l'anglais au lycée et avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans plus tôt. Il comprenait le deuil, comprenait le processus complexe de reconstruction. Il comprenait qu'il y a des jours où ça va et des jours où ça ne va absolument pas, et que les deux sont OK. Nous avons pris les choses lentement, nous nous sommes vus pour des cafés, avons parlé de nos mères décédées et de nos mariages morts, et de l'étrange courage qu'il faut pour essayer à nouveau. Il est venu à Thanksgiving, a apporté du pain fait maison et sa fille, une étudiante de première année en travail social qui avait entendu parler du Second Chapter Society, et voulait être bénévole. Elle et moi avons parlé pendant 1 heure du besoin de systèmes de soutien, de l'isolement que ressentent les femmes lorsque leur mariage implose, de la honte qui garde tant de personnes silencieuses. Vous construisez quelque chose d'important ici, m'a-t-elle dit. Ma mère aurait eu besoin de quelque chose comme ça. Elle n'avait nulle part où aller quand les choses allaient mal. Personne à qui parler qui comprendrait. C'est pour ça qu'on le fait, ai-je dit simplement. Pour que personne n'ait à traverser ça seul. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que David m'ait embrassé pour me souhaiter bonne nuit à la porte, je suis monté dans ma chambre. Sur le mur à côté de mon lit, dans un cadre en bois simple, était accrochée la lettre de ma mère. Je l'avais gardée là depuis le jour où Richard me l'avait donnée. Certains matins, je la lisais. Certains matins, je la regardais juste, puisant de la force dans ces mots même si elle n'était plus là. La maison se souvient de la loyauté, Sarah. J'ai regardé autour de la pièce, les murs qui avaient abrité 4 générations de femmes. La fenêtre qui donnait sur le jardin que j'avais lentement ramené à la vie. L'espace qui avait vu tant de douleur et tant de guérison. La maison se souvenait. Elle se souvenait de qui était resté et de qui était parti. Elle se souvenait de la force tranquille de ma mère dans ces derniers mois. Elle se souvenait des femmes qui se réunissaient ici chaque semaine pour se soutenir mutuellement. Elle se souvenait des rires et des larmes, et du travail lent et régulier de reconstruction des vies brisées. Et elle continuerait de se souvenir longtemps après mon départ. Un autre chapitre dans l'histoire des femmes qui se protégeaient les unes les autres, qui refusaient d'être vaincues, qui choisissaient la loyauté, la communauté et l'amour plutôt que le mensonge facile des promesses de quelqu'un d'autre. Je me suis endormi cette nuit-là en pensant aux derniers mots de ma mère, au pouvoir et au choix, et à l'héritage des femmes qui se sont battues les unes pour les autres. À la différence entre être la victime de quelqu'un et être la fille de quelqu'un. Derek avait essayé de tout prendre, mais il n'avait jamais compris ce qui comptait. La maison n'était pas juste une propriété. C'était la preuve que l'amour persiste, que la protection continue, que certains liens ne peuvent être brisés, même par la mort. Ma mère m'avait donné plus qu'un foyer. Elle m'avait donné la liberté de construire une vie selon mes propres termes. D'aider les autres à faire de même,
de transformer la trahison en but et la douleur en pouvoir. La maison se souvenait de la loyauté, et moi aussi. Cette histoire de justice calculée vous a tenu en haleine? Explosez ce bouton « J'aime » tout de suite. Ma partie préférée a été quand Richard a révélé les photos du détective privé et que le visage de Derek est devenu complètement blanc. Quel a été votre moment préféré? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes comme celle-ci.